Donc la guerre en Libye a déclenché comme une onde de choc très forte sur les pays du Sahel, les pays situés au sud donc, de la Libye, le Tchad, le Niger, le Mali, et même au-delà, je pense. Je pense que cette onde de choc ira beaucoup plus loin. Elle a comme manifestation première un afflux de population. On parle de 80 000 à 100 000 personnes au Tchad, on parle de 260 000 à 300 000 au Niger. Cette population, et il y a bien entendu le Mali, le retour des Touaregs du Nord Mali, dont on va peut-être reparler parce que c'est un vrai sujet d'actualité. Ces populations civiles sont venues aggraver, je dirais, la situation déjà un petit peu difficile des pays sahéliens, notamment du fait de la famine, la sécheresse qui est là, et puis aussi parce que dans cette population figurent beaucoup d'anciens combattants des forces libyennes de Kadhafi, bien entendu avec leur armement, leurs munitions, etc. C'est le phénomène que l'on voit aujourd'hui avec le MNLA au Mali, au Nord Mali, le mouvement national de libération de l'Azawad, avec à sa tête un officier supérieur de l'armée libyenne, le colonel Akrajim, qui a récemment d'ailleurs fait valoir ses intentions, qui sont des intentions guerrières, à l'encontre du gouvernement central de Bamako, et aussi, a-t-il dit, alors on verra si c'est suivi des faits ou pas, d'AQMI. Alors la dégradation de la sécurité au Sahel, elle affecte le Maghreb tout simplement parce que l'affaiblissement, je dirais, des pays du Sahel a d'évidentes conséquences sur les pays au nord. C'est un jeu de ping-pong, en quelque sorte. La Libye a déstabilisé le Sahel, on le voit aujourd'hui. Le Sahel peut, demain, déstabiliser parfaitement le Maroc, l'Algérie, éventuellement, dans une moindre mesure, la Tunisie, tout simplement parce que je crois que la période est révolue où, y compris dans nos chancelleries, on isolait le Maghreb de la zone sahélienne, sahélo-saharienne. Je crois qu'en fait, c'est une seule zone et unique aujourd'hui, avec une interpénétration, une interdépendance des populations, les trafics en tout genre qui vont du sud vers le nord, avec des liens, et puis AQMI, bien entendu, qui est au milieu, et qui constitue au départ la première menace, la principale menace, et qui a pour objectif, non pas de se cantonner au sud saharien, mais de remonter vers le nord. Il ne faut pas oublier quand même qu'un des objectifs d'AQMI, par exemple, c'est de faire de Nouakchott un émirat islamique. Donc je pense qu'il y a une véritable interdépendance aujourd'hui de ces pays, du nord vers le sud et du sud vers le nord. Alors cette coopération, elle remonte, si mes souvenirs sont exacts, à avril 2010, par la création du CEMOC, du comité des chefs d'état-major à Tamanrasset, regroupant 4 pays, l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Alors, 4 pays qui n'ont pas du tout la même position d'ailleurs en interne face au problème du terrorisme, face au problème d'AQMI, et aux autres problèmes périphériques de banditisme et de trafic d'armes en tout genre. 4 pays qui ont leurs propres intérêts, et ce comité est pour le moment un comité un peu virtuel. On peut le regretter parce que le vrai problème pourrait commencer d'être traité par ces 4 pays-là, notamment en matière de renseignement et en matière de capacité d'action commune. Or, on voit bien à travers les opérations menées, par exemple, par la Mauritanie, en territoire malien, que c'était des opérations un petit peu en fait, mono-nationales, mono-mauritaniennes, plutôt qu'intégrées ou que concertées. Et puis, on voit aussi je dirais la perméabilité de l'appareil malien aux influences acmistes, qui font qu'évidemment, il y a une certaine méfiance. Dans tout ça, le Niger a joué une carte qui est une carte de conciliation, de négociation, qui lui réussit pas trop mal jusqu'à présent.
et qui peut demain être remis en cause par les effets latéraux, issus d'ailleurs directement les conséquences de la guerre en Libye, avec la résurgence du mouvement Touareg armé, qui veut tout simplement l'indépendance du Nord-Mali, hein, l'indépendance d'une première pièce qui serait la pièce. Tout ça peut avoir des conséquences très importantes. Alors je crois que les Européens ont un rôle évident dans tout ça. Il faut qu'ils interviennent. Je pense que l'Union européenne est un bon vecteur. Et je pense que dans l'Union européenne, la France a un rôle particulier à jouer compte tenu de son histoire et de sa présence au Sahel et dans toute cette région depuis toujours. Ce sont des pays francophones. Hein. Je pense que il y a un devoir, je dirais, de lobbying auprès des gouvernements des États locaux. Je pense que si la Mauritanie est un bon élève de ce point de vue-là, le Niger également, le maillon faible, tout le monde le sait, c'est le Mali. Je crois qu'il y a donc d'abord un travail de... Bon. Ensuite, il y a le cas particulier de l'Algérie, qui est un petit peu à part en tant que puissance majeure régionale et qui a elle aussi sa propre vision et ses propres intérêts en jeu. L'Union européenne peut jouer un rôle donc un petit peu de pédagogie, de mise en ordre. Et puis je crois qu'il faut aller au-delà de ces 4 pays. Je crois qu'il est très important d'associer à cette coopération régionale future, hein, qui reste à bâtir malgré les premiers éléments qu'on a cités tout à l'heure, le CEMOC en particulier. Je pense qu'il faut associer des pays comme le Tchad, associer des pays comme le Burkina Faso, associer des pays comme le Maroc, qui ont leur mot à dire, qui sont concernés par cette situation grave du Sahel et ses répercussions au Maghreb. Donc, travail de pédagogie d'abord, ensuite travail de formation, je pense. Je crois que la sécurité au Sahel n'est pas qu'une affaire policière, elle est une affaire vraiment militaire, à mon sens. Donc, on voit ce que la France a fait au travers de son plan Sahel en Mauritanie, avec la formation des groupements spéciaux d'intervention mauritaniens, les forces spéciales mauritaniennes, si vous voulez, formées à Attar par le COS, par le commandement des opérations spéciales français. Je pense que ça, ce sont d'excellentes opérations. Les forces spéciales mauritaniennes sont, je dirais, en montée en puissance, mais de manière tout à fait satisfaisante. Bien entendu, il faut que ce soit les États locaux qui mènent la danse. C'est pas à nous de nous substituer à eux, mais il faut les soutenir, il faut les aider par toutes ces actions de formation. Et puis aussi peut-être par l'accès à une certaine technologie, la surveillance des espaces immenses, la surveillance des frontières. Je crois que là aussi on peut leur donner un sérieux coup de pouce pour améliorer leur outil à la fois de surveillance, de renseignement et d'intervention. Je vois que le Niger a fait des efforts en particulier très importants en se dotant d'hélicoptères. Hein. La mobilité dans ce genre d'espace gigantesque est évidemment très importante. Donc tout ça, c'est à encourager, c'est à soutenir. Et puis il y a évidemment derrière tout ça un élan à trouver qui est un élan politique. Et là, il faut arriver à faire un grand espace de coopération qui engloberait d'ailleurs la Libye, hein, la Libye nouvelle, qui a bien du mal à se stabiliser, à se construire, mais qui a une responsabilité écrasante dans la situation actuelle de ces jours, de ces semaines et de ces derniers mois, par la dissémination d'armement. Donc il faut absolument que l'Union européenne pèse de tout son poids pour créer cette coopération régionale. Alors l'avenir de la Libye, c'est une question très difficile aujourd'hui. La Libye est sortie traumatisée de 42 ans de dictature kadhafiste, hein, c'est évident. On s'est aperçu que finalement le système tribal est toujours là, même s'il modernise son apparence en se raccrochant à des villes emblématiques.
Je pense à Tripoli, bien sûr, qui est un cas particulier dont on peut reparler en 2 mots. Je pense à Misrata, je pense à Zenten, je pense à, bien sûr, Benghazi, qui était du bon côté, si je puis dire, étant du côté de la révolution, qui a fini par l'emporter. Et puis celles qui n'étaient pas du bon côté, comme Sirte ou Beni Walid, qui aujourd'hui portent les stigmates de cette guerre perdue, entre guillemets, de leur point de vue. Donc avec derrière tout ça un fort facteur tribal qui ne reconnaît pas vraiment le CNT, organisme gouvernemental provisoire qui va avoir en charge de mener les élections de l'Assemblée constituante cet été, et qui aura elle-même pour tâche de préparer une vraie constitution et des vraies élections dans 1 an. Tout ça, c'est encore improbable. On assiste à une confrontation je dirais, silencieuse pour le moment, avec de temps en temps des poussées de fièvre et un petit peu d'énervement et de pression de ces tribus, avec leurs forces particulières, les Katibas. On peut parler de Tripoli. Tripoli est aujourd'hui soumis à l'influence contradictoire des Katibas de Misrata, des Katibas de Zenten, qui détiennent en particulier l'aéroport international, des Katibas islamistes de Abdelhakim Belhadj, et puis ceux du Djebel Nefoussa, qui sont les cousins germains berbérophones des berbères arabophones de Zenten. Et tout ce monde-là est en place à Tripoli et surveille le CNT en quelque sorte, qui est une espèce de chambre d'enregistrement et un organe très technocratique à mon sens pour le moment. Alors vers quelle Libye va-t-on? Est-ce qu'on va vers une Libye de fait séparée entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine et le Fezzan? Je ne sais pas, je pense que c'est plus complexe. Je pense qu'on va vers une espèce de Libye fédérale, regroupant des entités locales, régionales, les villes dont je parlais, qui devraient avoir leur autonomie financière. Il faut arriver pour ça à répartir la rente pétrolière. Il faudra aussi arriver à créer une économie moderne qui ne se limite pas à la rente pétrolière. Et tout ça sont des enjeux colossaux pour la Libye d'aujourd'hui, avec bien entendu le facteur sécuritaire, le contrôle des dépôts d'armement, le désarmement des milices qui sont face à face, l'intégration demain de tous ces gens-là dans une configuration nouvelle de paix. On n'est pas encore au bout du chemin et il y a encore pas mal d'incertitudes et pas mal de risques, c'est évident.